Bonsoir à tous. Simplement quelques mots pour introduire la conférence donc, de François Seignard. Tout à l'heure, quand on discutait ensemble, il me disait que t'as qu'à dire que je sais très bien faire les coquillettes à la sauce tomate et que je suis un jardinier de potager. Donc peut-être j'introduis avec ça. Et peut-être en deuxième lieu, en tant qu'architecte, en tant que plasticien, en tant que scénographe, qui a fondé avec Jean Nouvel au début des années 70 l'agence Nouvelle Seigneur et la fameuse phrase incontournable gravée dans le marbre: pour ne pas mourir, je ne finirai pas ma maison, alors on va finir celle des autres. Voilà, je remercie mille fois encore François Seigneur d'être venu parler avec nous ce soir de sa vision de l'architecture, de l'art et du monde en général. Merci encore François. Merci Diana. Bonsoir, merci de m'accueillir déjà. Je rectifie rien parce que les coquillettes, c'est vrai que je trouve ça très bien, le potager aussi. Je suis venu avec une idée derrière la tête parce que si je viens juste vous montrer mon travail d'architecte ou mon travail de scénographe ou mon travail de plasticien, ça n'a pas avoir grande signification. Donc il se trouve que je travaille sur les trois sujets parce que pour moi ils sont extrêmement mélangés. Il n'y a pas de limite entre l'art et l'architecture. La scénographie, c'est un peu mineur, on va dire, ou un peu bâtard entre les deux. Ça fait appel aux deux technologies. Et donc au fond, comme je suis quelqu'un d'assez inquiet de nature, ça fait des années que je me pose la question sur le sujet que je vous ai proposé, entre l'ordre et le désordre. Le désordre, c'est un sujet auquel on ne pense pas forcément quand on fait de l'architecture, puisque au fond, l'architecture, c'est plutôt d'ordonner les choses, de les mettre en rang pour qu'elles tiennent debout. Enfin, il y a un ordre technique obligatoire, et puis on a souvent des ordres secondaires, humains, de société, politiques, qui viennent compliquer la question et compliquer la réponse surtout. Et moi, ce qui m'intéresse dans cet ensemble, c'est plutôt comment appréhender cette rivalité entre ce que d'un côté on considérait comme rangé, par exemple. Si je prends l'amphi ici, les bancs sont bien rangés. Et si je suis un peu emmerdant, je vais vous dire que vous faites désordre au fond, parce que vous vous êtes mis un peu n'importe comment. Alors, on pourrait penser que cette relation est mauvaise, puisque, au fond, on pourrait imaginer que vous soyez bien rangé par place, numéroté. Le premier arrive, prend le numéro 1, le dernier, le dernier numéro. Et on a un amphithéâtre bien rangé, propre, qui satisferait, on va dire, l'académie. Moi, je trouve ça absolument exécrable. Je déteste cette académie. Et j'ai passé ma vie, ce qui ne m'a pas forcément réussi en termes financiers, parce que justement, on demande à l'architecte d'être académique la plupart du temps, même si c'est très contemporain. J'ai passé mon temps à désordonner les choses, à confronter ce que les gens appellent l'ordre et d'autres le désordre, à essayer de les mélanger pour montrer que derrière cette rivalité, il y avait peut-être la démocratie contre l'autocratie, un système qui n'autorise pas d'autres systèmes, un ordre qui n'autorise pas d'autres ordres, qui se considère comme étant primordial. Donc tous les gouvernements le font petit à petit. C'est-à-dire que même les démocraties deviennent de plus en plus fermées, en tout cas dans l'idéal. Et puis, au fond, est-ce que ce qu'on appelle le désordre n'est pas simplement une autre forme d'ordonnancement? C'est-à-dire, est-ce que quand vous vous mettez là, c'est peut-être simplement une pensée collective qui fait que on se met au fond, on sera plus tranquille, on ne vient pas devant parce que on est timide, etc., etc. Et donc cette réaction, on peut la considérer comme une autre forme d'ordonnancement de nous-mêmes, de notre société, de nos mondes, qui font que ça fait des images, ça fait des paysages qu'il faut accepter tels qu'ils sont. C'est-à-dire que c'est pas parce que le politique a dit que, l'architecte a dit que, le financier a dit que
que les choses doivent se faire exactement comme ça. Et je trouve beaucoup plus intéressant de laisser les choses venir sur des ordres, et c'est là où la limite m'intéresse, entre l'ordre et le désordre. Alors par exemple, sur cette photo qui fait l'entrée, est-ce que l'ordre, je pense que je ne veux pas faire de dessin, vous voyez ce que c'est, écrase le désordre, ou est-ce que c'est le désordre qui porte l'ordre? Pour moi, c'est une question intéressante. Je n'ai pas de réponse définitive parce que ça dépend des situations. Mais je pense que c'est dans cette idée-là que je suis venu vous montrer quelques images. Alors l'ordre, bon, vous connaissez tous, l'ordre en architecture, ça a commencé il y a très longtemps, ça a traversé les siècles, ça a un peu diminué maintenant parce que les architectes sont réticents à se faire ranger dans des cases. On essaye d'inventer quand même malgré tout des choses. Mais si on remonte le temps, je vais assez vite, on peut retrouver une autre forme d'ordre qui est l'ordonnancement. C'est-à-dire que l'ordre que je vous ai montré, c'est le style. C'est-à-dire qu'on dit un chapiteau ionique, dorique, corinthien, etc. Et puis en même temps se développe l'idée de ranger les choses pour qu'elles deviennent plus efficaces, plus lisibles, plus performantes, la plupart du temps. Donc on a inventé, depuis le Pirée par exemple, en passant par Vauban, pour aller à Barcelone depuis maintenant 150 ans, où on voit que les urbanistes, les architectes se sont évertués à ordonner les villes. Et puis dans ces ensembles, on voit quand même qu'il y a des choses qui restent, enfin, comme des espèces de métastases, mais sauf que cette chose-là existait avant l'ordre imposé. Et donc, en réalité, on a forcément une confrontation, une imbrication, une pénétration, une superposition, on peut appeler ça comme on veut. Et c'est cette rivalité, moi, que je trouve assez passionnante. Alors, quand on parle d'ordre ou de désordre, on peut aussi évoquer un concept qui serait d'ouverture ou de fermeture. Est-ce qu'on crée des objets fermés ou est-ce qu'on crée des objets ouverts ? Je prends un exemple. Si vous faites une tour en verre, de toute évidence, on va dire qu'il est fermé. C'est-à-dire que personne, même si c'est un génie et s'il est un acrobate formidable, ne pourra intervenir sur la forme de cet objet. Il est définitivement clos. Il est dessiné pour ne pas bouger jusqu'à sa destruction. C'est-à-dire qu'on en est, par exemple, à la Défense, à la 3e génération de tours. On n'a pas modifié les tours, on les a détruites pour en refaire une autre. Et donc, Barcelone, c'est entre les deux, c'est-à-dire qu'au fond, cet objet-là, cet îlot, c'est des îlots d'immeubles, on voit qu'ils ont tous une petite différence, il n'y en a pas deux pareils, puisque l'urbaniste a décidé qu'on allait répartir les habitats sur une trame régulière. Il y a la Santagrada de votre ami qui fait tâche un peu, bon, effectivement, mais au fond, on ne l'a quand même pas enlevé. On pourrait se demander si maintenant on ne l'enlèverait pas. Il y a des urbanistes beaucoup plus radicaux que ça. C'est-à-dire que ça, c'est 150 ans. Maintenant, on voit des choses épouvantables. Donc, je vais vous montrer un peu tout ça. Mais entre fermé et ouvert, c'est une différence que je voudrais vous expliquer aussi. Et pourquoi ça m'a servi dans mon travail. Donc fermé, ben voilà, ça c'est un exemple de projet des années 30. On se demande où on va vivre, c'est quand même assez compliqué, assez terrifiant. Mais ça s'est réalisé, c'est-à-dire que ça c'est à Shanghai, voilà, des quartiers absolument magnifiques, avec des façades totalement... poétique aussi, donc on voit la liberté s'installer là. On voit que les gens qui sont là-dedans par millions vont faire ce qu'ils veulent quand ils veulent, etc., etc. Ça a débordé de façon critique sur la recherche théorique avec Archizoom, par exemple, qui se moque de ce système en faisant des bureaux tellement bien rangés qu'on ne peut plus y accéder, par exemple. Donc les bureaux sont tellement côte à côte sans couloir qu'on ne peut pas aller dans le bureau. Tati, Jacques Tati, vous connaissez, j'imagine, a fait ça aussi, donc dans des films fort drôles, mais assez terrifiants quand même.
Et donc j'ai essayé de vous montrer ce que peut-être on pouvait imaginer entre ordre et désordre. Donc ça, de toute évidence, une bibliothèque, c'est ordonné, mais entre les deux, entre l'ordre, cet ordre-là et un désordre total, vous avez un autre ordre qui vient se glisser quand c'était votre bibliothèque. Là, c'est un ordre, on va dire, dominant, scientifique, coordonné, etc., qui permet à tout le monde de retrouver ce qu'on cherche. Et puis là, c'est plus compliqué parce que c'est chez quelqu'un, et donc on sait très bien que quand on dérange la bibliothèque d'un ami, on se fait engueuler en général, ou on ne trouve rien, parce qu'en réalité, chacun a sa façon de ranger, quoi. Cette façon de ranger peut aller jusqu'à quelque chose qui peut paraître un désordre. Ça, c'est chez des amis chanteurs parisiens. Moi, je suis totalement perdu, mais le propriétaire de cette bibliothèque retrouve absolument tout ce qu'il veut quand il veut, quoi. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'il n'est pas perdu devant ce qui pour nous est un désordre. Et alors, est-ce que c'est ouvert ou fermé? Je pense que c'est quand même assez ouvert, mais en même temps, si vous lui mettez un objet dans ce fatras, il va le voir tout de suite et il ne sera pas content, quoi. Donc, en réalité, c'est quand même assez fermé. Alors, si je joue sur les mots plus férocement, entre fermé et ouvert, on n'est pas dans le même monde. Vous voyez tout de suite, c'est-à-dire que ça, c'est chez nous. Fermé, ça veut dire vraiment fermé, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à voir, merci. Et puis ouvert, c'est au Zimbabwe. J'ai eu la chance d'aller voir les grottes du Maputo, qui sont des grottes préhistoriques ornées depuis presque aussi longtemps que chez nous, à la grotte Chauvet. Et pour moi, c'est ouvert, c'est-à-dire qu'en réalité, la forme de la barrière n'évolue qu'en fonction d'un éventuel danger. On fait avec ce qu'on a, ça ne coûte rien. Tout le monde peut la réparer. Alors que là, on a besoin forcément d'un technicien qui vient vous changer l'électronique, la caméra ci, la caméra ça. Enfin bon. Alors, est-ce que c'est un procès du progrès? Vous pourriez l'entendre comme ça. Ce n'est pas forcément un procès, c'est une question. C'est-à-dire, est-ce qu'au fond, on a besoin de tellement de choses pour penser qu'on est formidablement avancé, quoi. Donc, la barrière moderne, la barrière ancienne. Est-ce que c'est ouvert, est-ce que c'est fermé? C'est un peu le sujet que j'essaye de vous proposer. Donc, pour revenir à l'architecture, on a des choses qui sont entre les deux. Ça, c'est au Japon. On a des grandes cités, très poétiques aussi, mais sur lesquelles l'architecte a quand même laissé, ou l'urbaniste, ou le politique, a laissé le droit aux gens d'occuper un tout petit peu les façades. C'est-à-dire qu'au fond, on n'a pas interdit le linge qui sèche, comme on l'a fait à Paris. Moi, je suis parisien de naissance. Quand j'étais petit, ma mère mettait son linge à sécher sur le balcon. Et puis Malraux est arrivé, qui est un homme très bien, a dit « Non, non, ça fait dégueulasse, on enlève le linge qui sèche, on nettoie les immeubles », ce qui était une très bonne chose. Mais le linge est rentré dans les maisons, au-dessus des baignoires, en général, avec un sèche-linge à ficelle. Et puis maintenant, avec un sèche-linge automatisé qui est directement lié à la machine à laver. Enfin bon, c'est bien, ça fait dépenser du courant, ça met la planète un peu en danger, c'est formidable, mais c'est le progrès, on n'a pas grand-chose à faire, ça tout se passe tout seul, on ressort, on a une chemise propre. J'attends la machine à repasser. Il y a des pays où c'est encore un petit peu différent. Vous voyez, par exemple, à Barcelone, c'est pas des sauvages, hein, Barcelone. On a encore la chance d'avoir des façades comme ça, que je trouve absolument magnifiques. Au fond, avec un ordre sous-jacent qui est l'ordre technique de l'immeuble, esthétique de l'immeuble, et puis dessus, cette façon dont les habitants viennent se greffer pour faire comme ils veulent, quoi. Voilà. Donc l'ordre, est-ce que c'est la mode du rideau rouge? On a l'impression que le rouge et l'orange sont assez à la mode, mais on va faire 100 mètres et puis on va tomber sur d'autres couleurs. Il y a une espèce d'équilibre que je trouve très généreux entre un ordre social et un ordre individuel. Alors, quand vous allez dans des pays, ça c'est au Caire ou à Alexandrie, je ne sais plus, voilà, chacun fait son étage à la couleur qu'il veut. Imaginez des Haussmanniens peints de toutes les couleurs selon les niveaux, que ça serait quand même assez formidable, hein, mais évidemment, chez nous, c'est pas possible. Et puis, quand on a des budgets un peu plus petits, on va juste peindre son balcon. Vous voyez, là, on voit que le balcon vert et jaune. Ça, comme l'immeuble n'a pas d'argent pour entretenir tout l'immeuble, c'est chacun entretient ce qu'il peut, quoi. Et moi, ça me ravit, ça. Je trouve ça absolument formidable parce qu'il y a de la liberté, c'est assez beau, en plus.
Enfin, moi, je trouve ça très beau. Alors, j'essaye de vous faire passer l'idée que c'est beau, quoi, voilà. Plutôt qu'une tour en verre. Alors, moins beau, mais intéressant quand même, par exemple, des immeubles où on va laisser se greffer la technologie. C'est-à-dire que ça aussi, c'est interdit chez nous. On n'a plus le droit de mettre des aérateurs sur des façades parce que la climatisation, ça peut servir. Même s'il serait préférable d'isoler correctement les immeubles pour qu'il n'y ait pas de ventilation et de climatisation qui, une fois de plus, polluent un peu la planète. Mais c'est déjà, je trouve, quand même assez intéressant. Et puis, vous avez ce genre de choses, ça c'est dans les pays très pauvres, hein. On va se démerder avec ce qu'on a, mais on crée des paysages comme il y a eu les antennes de télévision à un moment chez nous, sur les toits. Quand vous allez à Rome, c'est bourré d'antennes, ça ne défigure pas Rome, mais il y a quand même des adversaires à ce genre de choses. Et puis, les antennes paraboliques. Voilà. Est-ce que l'immeuble est mieux avec les antennes ou sans les antennes ? Pour moi, il n'y a pas de question. Il est mieux avec les antennes. C'est extrêmement plus joli, quoi. Même si ce n'est pas des objets très personnels. Et puis, alors, plus personnel, vous avez le linge, qui, dans toute la planète, a des façons de s'exposer, de sécher différentes que dans un sèche-linge, où on va inventer des systèmes d'accrochage sur l'architecture des rues pour faire ces espèces de murs absolument fantastiques où on voit du drap à la petite culotte, en passant par les t-shirts, les nappes, les chaussettes, enfin bon, le linge, quoi, voilà. Et donc ça, c'est à Shanghai. C'est pas la peine d'aller très loin. Enfin si, c'est loin quand même, Shanghai, mais c'est dans Shanghai, on est en train de ratatiner tous ces quartiers pour installer des tours neuves qui n'auront plus le droit de mettre ce genre de choses. Alors, voilà, pour moi, c'est un conflit. C'est pas de savoir si les gens qui ont ça sont pauvres ou malheureux parce qu'ils n'ont pas de sèche-linge. C'est qu'au fond, petit à petit, à force de normaliser le monde, de normaliser la forme des choses, des technologies, on arrive à des objets complètement stériles, qui se ressemblent d'un bout à l'autre du monde. Moi, j'ai eu la chance de voyager pas mal, mais c'est vrai que maintenant, je suis un peu déçu parce que aller à Shanghai ou à Los Angeles, je ne sais pas s'il y a vraiment une différence. Je me retrouve un peu partout, mais je ne me retrouve pas nulle part non plus. Je n'ai pas de point de repère très fort. Et ces endroits-là disparaissent, sont grignotés petit à petit par notre civilisation ordonnée, quoi. Alors voilà des photos que vous pouvez peut-être trouver ignobles, hein. J'espère d'expliquer pourquoi j'aime ça. Voilà. Donc quand je suis ça c'est en Inde, quand je suis là, je suis aux anges. Pour moi, c'est un paysage de bonheur absolu, parce que les gens sont sympas, tranquilles, personne ne vous en veut de rien, on ne vous regarde pas parce que vous êtes mal habillé. Enfin, moi, j'ai un sentiment de liberté formidable. Et puis parfois des choses assez magnifiques artistiquement quand même. Alors regardez cet immeuble, c'est quand même incroyable, quoi, on va dire de pseudo-haussmannien, hein, avec une ordonnancement, c'est au Caire aussi, ça. Et puis les ventilateurs, les câbles qui sont arrangés, on voit que c'est quand même la même personne. Il y a presque un motif décoratif là, vous voyez, avec le fil en trop. Et puis alors on va passer les gaines, et puis on va remplacer la porte parce qu'il n'y a plus la place, mais on la décale. Enfin, moi je trouve ça assez génial quand même. C'est une espèce d'attention maladroite et délibérée en même temps, et on ne dit rien, quoi. C'est-à-dire que ça ne viendrait pas à l'idée d'un politique de lui dire, écoutez, vous avez un permis de construire. Non. Enfin, donc le hasard parfois fait des choses épouvantables, mais le permis de construire fait aussi des choses épouvantables. C'est ça que je trouve peut-être un peu questionnant, quoi. Et voilà, un autre, encore plus compliqué, un commerce qui a envahi sa façade. Et quand vous baladez là-dedans, c'est les 1001 nuits, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas. J'espère que vous aurez l'occasion d'y aller avant que ça disparaisse. Alors, pour être un peu plus sérieux, j'ai eu la chance de travailler sur le théâtre antique d'Arles, qui est le petit monument qu'on voit là, hein, ici, à côté des arènes. Et en faisant ce travail, donc j'étais obligé de fouiller dans les archives, et j'ai appris qu'en réalité, les arènes n'étaient pas des arènes, sont redevenues des arènes depuis à peu près 100 ans. Quand on a inventé, si je peux dire, le processus de mise en forme ou de redécouverte des monuments historiques,
parce qu'avant, ça n'existait pas. Et ces arènes étaient un village. C'est-à-dire c'était Arles, entièrement construit à l'intérieur. Alors, on ne retrouve pas de photos, il n'y avait pas la photo à l'époque, ça a été détruit avant. Mais c'est le plan qui a été reconstitué par les archéologues qui montre comment on habitait ces arènes et les fondations qui ont été faites sur ces arènes. Alors moi, ce dessin, quand j'ai trouvé ça, je suis resté vraiment ébahi parce que je trouvais ça d'un culot absolument formidable d'avoir réussi à construire, parce qu'il faut quand même avoir une certaine connaissance technique pour ça, se construire sur un bâtiment très ancien, un peu délabré sûrement, mais enfin quand même costaud, et à découper ça en tranches pour que des gens, il y avait quand même dans ce village 1000 habitants avec 2 églises qui étaient construites dans le théâtre, quoi. Alors il y a un petit dessin qui a été fait par un architecte des bâtiments de France qui a essayé de reconstituer ce qu'on pouvait avoir. Et moi, pour moi, c'est un des regrets de ma vie de me dire je n'ai pas vu ça. J'aurais beaucoup aimé pouvoir me balader dans les enceintes de ces arènes qui maintenant servent à tuer des taureaux ou à faire chanter Mireille Mathieu. Bon, on n'a pas forcément les mêmes goûts. Mais ça, c'était tellement bien, c'était tellement humain que je trouve ça regrettable qu'on démolisse ce genre de choses une fois de plus, uniquement sous le prétexte qu'il faut qu'un ordre dominant domine pour évacuer les autres. Donc c'est comme ça, on va dire à chaque fois la routine, c'est-à-dire qu'il faut que l'ordre dominant évacue les ordres secondaires. Alors, ce matin, même en venant ici à la radio, on parlait, il y avait sur une émission sur les aides à l'agriculture. Et en réalité, les gouvernements aident l'agriculture la plus puissante, c'est-à-dire celle qui est actuellement la plus dangereuse pour nous. Et ceux qui sont résistants, qui essayent de faire des poireaux écologiques et biologiques et tout ça, ils n'ont pas d'aide. Donc en réalité, ça continue. C'est-à-dire cette idée que le pouvoir soutient les puissants est une question qui déborde non seulement sur la politique et éventuellement les carottes et les pommes de terre, mais aussi sur l'architecture et peut-être aussi sur l'art. Voilà. Alors, donc à partir de ça, de cette émotion que je ressens devant ces images que je vous ai montrées, j'ai essayé de construire la même chose, mais en contemporain, c'est-à-dire dans mes projets, comment faire pour subrepticement, comme ça, peut-être sans le dire, essayer de faire passer dans la construction des projets des couches, des ordres différents, des sensations, des entrées différentes. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des projets qui sont monolithiques, monochromes, on va dire, j'essaye de faire des architectures polychromes, polymorphes, mélangées, hybrides, etc. Donc j'ai eu la chance de faire des projets importants, mais ça c'est... Donc je vous amène ceux qui sont les plus significatifs. 100 ans de design au Grand Palais, une exposition en 1993 qui a été imaginée par François Barré, qui à l'époque était directeur de la DAP, c'est-à-dire des musées nationaux, etc. Les directions artistiques et des plastiques. Donc je rentre, on n'y est pas allé de main morte, on a fait venir 2 passerelles d'aéroport que nous a très gentiment prêté une boîte allemande qui devait livrer ces passerelles d'avion au Bourget ou à Roissy, je ne sais plus. Et donc on a fait un petit détour, on les a détournés la nuit, on a monté ça et on passait donc à travers un grand signal qui était une toile tendue qui faisait quand même 50 mètres de long, hein, c'est pas un petit machin, pour entrer dans un sas gris, que je voulais gris, presque sans lumière, pour faire un vide absolu entre la ville et l'exposition. Donc là, on est vraiment dans la scénographie. On sort du sas et on arrive devant le Grand Palais complètement rempli d'une rampe très très importante, puisqu'elle fait 150 mètres de long. Et on va descendre, on monte tout en haut et on descend doucement l'histoire du design, qui est... je crois qu'il y a pas mal de gens qui font du design dans les écoles d'art maintenant, donc qui racontent l'évolution des méthodes de travail,
de l'usine, de l'atelier, du moulage, etc., avec tous les objets qui représentent les prototypes ou les séries, etc. Donc voilà, je vous fais parcourir ça très très vite. Hein. Donc ça, on arrive en haut, on passe au milieu, on traverse les allées, et on va finir en bas dans un grand miroir que j'ai construit incliné pour faire basculer l'exposition dans un avenir incertain. Déjà en 93, un peu persuadé qu'on n'était pas tellement forcément dans la bonne direction, quoi. Donc je fais effondrer l'exposition et j'installe tout au long de cette grande descente qu'on voit sur le côté à gauche. Là, on voit que on fonce dans le brouillard, on va dire, hein, puisque les miroirs étaient un peu gondolés pour faire complètement déformer la verrière du Grand Palais. Et puis à droite, on voit la mécanique de l'installation qui est de ces petites guéridons, j'appelais ça, qui sont accompagnés de fauteuils et qui permettent, avec des casques audio, de regarder l'exposition en travers. C'est-à-dire qu'on descend et puis on s'arrête où on veut dans les années 20, 30, 40, 50 par séquence pour regarder l'exposition transversale. C'est-à-dire qu'en réalité, on a voilà le guéridon hein, qui a été fait par le Mobilier National. Alors là c'est pareil, je mélange des objets improbables. Il y a une borne d'échafaudage ou de route. Il y a le fameux modèle de la lampe d'atelier qui, excusez-moi, le nom m'échappe parce que je suis ailleurs, mais qui vient faire la lampe du guéridon, plus une petite plateforme qui tourne et qui permet de poser, de lire et d'écrire. Voilà. Donc ça, il y en a 100 qui sont fabriqués. Et les gens viennent s'installer dessus pour écouter ce qu'on va leur raconter sur la vision transversale qu'on a de l'exposition. Alors, vous avez les grandes photos, qui montrent les technologies à l'époque. On va parcourir 150 ans quand même, hein, donc ça évolue beaucoup. Et puis en dessous, on a tous les objets en vrac posés par terre avec des étiquettes. C'est-à-dire, je ne voulais pas que les objets... Alors, c'est là où je me suis fait engueuler très fort, mais je pensais que... Enfin, je pense toujours d'ailleurs que le design n'est pas une œuvre d'art, que c'est un objet usuel qui n'a aucune raison d'être sacralisé plus qu'un autre, même s'il est très beau, et il y en a des très beaux. Et donc, on a tout mis par terre. Le commissaire d'exposition était Sylvain Dubuisson, que vous connaissez peut-être comme architecte ou scénographe, et Marianne Barzillet, qui était une historienne. Et donc, on a 1200 objets, je crois, qui sont réunis, qui vont de la taille de la voiture aux dés à coudre, qui sont dans des petites vitrines posées par terre. Et donc, on a installé un espèce d'énorme marché aux puces, voilà, qui fait que la lecture de cette exposition, qui paraît comme ça très rangée, permettait aussi de la voir très dérangée. Voilà, des enchevêtrements de formes qui ont déplu terriblement à tous les designers, hein, parce que chacun, évidemment, voulait sa place avec mon fauteuil. Et on avait été obligé, avec François Barré, de leur dire, écoutez, non, ce n'est pas une exposition personnelle, c'est une histoire du design. Et donc, dans cette histoire, il y a un vrac qui est cette espèce de train lancé à 3000 à l'heure, qui fait que tous les ans, on vous change de fauteuil, on vous change de voiture, on vous change de briquet, on vous change de téléphone, etc. etc. Donc, ça finit par faire un bordel, hein, quand même, il faut le dire, pas seulement dans l'exposition, mais aussi planétaire, quoi. Voilà, et puis en sortant, ça c'était ma petite cerise à moi, c'est-à-dire que j'avais derrière ce grand filet, on avait la sortie de l'exposition qui débouchait sur ce grand écran et qui transformait Paris en autre chose, avec le nom des objets, les passerelles d'avion, le petit palais bleu. Voilà, c'était assez joli. Donc c'était un petit pied de nez pour... on va dire, sortir élégamment d'une histoire qui se finissait mal, puisqu'elle basculait dans un miroir brisé.
Alors cette stratégie de l'ordre et du désordre, je l'ai enseignée aussi puisque j'ai été professeur dans l'école d'architecture de Rennes pendant 6 ou 7 ans. Et c'était un des exercices que je faisais faire en première année, c'est-à-dire de faire des objets très simples, hein, qui sont trois volumes collés ensemble. Donc comme on avait 100 étudiants par année, à peu près 110, après je rangeais ces objets les uns contre les autres pour faire un grand rectangle, un peu comme le design. Et donc faire comprendre que l'ordre peut être fabriqué par des objets désordonnés. C'est-à-dire qu'on peut très bien, avec des objets qui ne ressemblent à rien, faire une ligne droite, un carré parfait, un cube parfait. On peut faire ce qu'on veut avec des objets. C'est plus compliqué de faire un cube parfait avec des objets désordonnés qu'avec des cubes. Bon, ça, c'est avec des sucres, on y arrive assez facilement. Avec des jouets pour enfants, c'est plus dur. Donc en réalité, on pourrait partir de l'idée que plus les objets sont dispersés, plus ils sont différents, plus c'est difficile. Alors est-ce que c'est pour ça qu'on a abandonné? Est-ce que notre amour de la simplicité, de la facilité fait que ben voilà, on ne va pas se faire chier, on va mettre des cubes pour faire un cube, on ne va quand même pas aller chercher des vélos pour faire la tour Eiffel. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là qui m'intéresse aussi parce que voilà, avec des objets de cet ordre, vu en gros plan, on pouvait faire ce que vous avez vu, c'est-à-dire une allée parfaite, un massif de fleurs, etc., etc. Vous voyez que les objets ne sont pas très compliqués, hein, c'est des morceaux de carton, plus ou moins savants selon les étudiants, mais comme ils sortaient du lycée, la plupart avec une année préparatoire, ils n'étaient pas très avancés esthétiquement, donc c'était des objets très simples, mais forcément très différents. Et j'avais imposé qu'il y ait au moins 3 couleurs par objet, voilà, mais sans aucune règle sur les couleurs. Donc, c'est pas très fin, hein, c'est pas très délicat, mais c'est démonstratif. Alors, plus triste, c'est une exposition que j'ai faite à la Criée à Rennes, toujours sur la même idée du gâchis, de l'inutile. Puisqu'on le jette, c'est que ça ne doit pas être très utile. Et je ne voudrais pas vous vexer, mais c'est vrai que pour moi, le design, c'est un peu ça. Ça mène à ça. C'est-à-dire, au fond, pléthore d'objets qui finalement, très vite, sont jetés parce qu'on ne sait plus quoi en faire. Et que si on n'a pas l'objet qui le remplace immédiatement, on se sent dépassé par l'autre monde. Enfin, on est un peu has-been. Alors, j'avais appelé cette installation « Heureusement qu'on a la télé », et parce que la télé était le vecteur de la publicité, et donc je crois que la France entière, mais le monde entier se gave tous les soirs de publicité, sans le savoir, ou peut-être même avec un certain remords, mais comme on n'a pas le choix, pour acheter finalement les objets qui servaient à faire cette installation. Et comme en face de ça, vous aviez cette peinture, qui est un très grand monochrome gris. Je vous expliquerai après. Et pour être un peu plus féroce, dans ce tas d'objets, on a jeté aussi des corps. Parce que quand même, je pense qu'en jetant des télévisions et des frigidaires et des radios et des machins, on jette des gens avec. C'est une métaphore, mais elle n'est pas si mauvaise que ça. Elle est assez brutale. Mais malheureusement, je pense que tous ces objets qui sont de plus en plus fabriqués par les robotiques, par l'informatique, les automatismes, etc., éliminent petit à petit. Ce n'est pas pour faire un portrait catastrophique, je pense qu'il y aura toujours du boulot, il y aura toujours des trucs à faire, mais on est en train d'éliminer d'une façon assez radicale tout ce qui est l'ordre de la main, de l'intelligence, de l'improvisation, de cet ordre intime qui fait qu'on est content d'avoir fait un objet, même s'il est mal fait, même s'il n'est pas tout à fait réussi. Voilà. Et donc tous ces objets qui ne sont plus faits à la main jettent avec eux des tas de gens qui n'ont plus de travail, sont souvent désespérés, ou alors, dans l'inverse, sont débordés, ce qu'on appelle le burn-out ou le board-out, c'est-à-dire j'ai trop ou j'ai pas assez. C'est un peu le résultat de tout ça, quoi. Alors c'est une métaphore, hein, je ne rends pas la publicité directement responsable de ça, mais je pense que c'est ces mécaniques qui ont un pouvoir énorme, qui nous happent, qui nous font acheter ci, acheter ça,
petit à petit, nous emmène vers ce genre de choses. En tout cas, c'est ma position d'artiste. Là, je ne suis pas architecte. Là, quand je fais ça, je suis plasticien. Et donc, voilà, on a mélangé. C'était assez difficile à faire hein, parce qu'il fallait quand même pas blesser les gens. Donc, on les a pas couchés par terre en leur envoyant des frigidaires sur la figure. On a fait toute une pyramide en bois avec des trous pour qu'ils puissent ressortir un bras, une jambe, une tête à travers cette espèce de montagne d'objets, quoi. Voilà. Elle a l'air bien, hein. On était bien dans cet effondrement. Donc c'est un effondrement. De l'autre côté, je vous l'avais dit, il y a cette grande peinture qui a changé 3 fois au fur et à mesure de l'exposition. Parce qu'en réalité, cette peinture, quand je dis gris, c'est que c'est les 4 couleurs primaires qui font du gris sur un écran informatique. Vous savez, quand vous faites les pixels, si vous regardez gris, faites un gris sur Photoshop, vous allez regarder la composition, ça va vous donner le nombre de pourcentages de bleu, de cyan, de magenta et jaune. Hein, et noir, pardon. Et donc j'ai fait ça en grand, ça c'est un A3 chaque fois, chaque tableau est numéroté, et ils sont scotchés sur le mur avec des velcro, là, et donc on peut les changer comme on veut, enfin c'est du boulot parce qu'il y en a un paquet, mais... et donc, j'ai fait faire devant ce grand tableau, j'ai refait des peintures de l'installation, je vais assez vite, excusez-moi, parce que je voulais venir à ça pour une couche supplémentaire. Donc, on a fait, le soir de l'inauguration, on a fait une performance devant ce tableau, qui était une lecture à 7 voix, mais ça peut être autant qu'on veut. C'est-à-dire que j'avais demandé à chaque personne de prendre un poème pour montrer la confusion que souvent les informations, le bruit, vous rentrez dans un supermarché, vous avez de la musique, vous allez dans une gare, vous avez de la musique. Enfin bon, on est saturé de son, on n'écoute plus tellement. Et donc chaque intervenant a choisi un poème qui lui plaît et il doit lire son poème, mais tous en même temps, ce qui fait que déjà c'est compliqué. Et en plus, je leur avais demandé d'amener une radio qui balance des publicités très fort. C'est-à-dire qu'au fond, on n'entendait rien, quoi. Donc c'était formidable. Ça a duré 5 minutes. Tout le monde est parti finalement, en gros. Mais je trouvais que c'était important de montrer qu'on était dans l'incompréhension, que notre monde est dans l'incompréhension, dans la non-écoute de rien, quoi. C'est-à-dire qu'on n'écoute plus rien, sauf soi, éventuellement, quand on a la chance d'avoir un peu d'espoir. Et puis, j'ai fait faire par des enfants, des petites sculptures, des enfants de 10-11 ans, là, vous voyez, ils sont derrière, pour sortir des objets de l'effondrement, pour refaire d'autres objets. La seule règle, c'était l'équilibre. Il fallait que ça soit en équilibre. Donc, il n'y a pas de colle, il n'y a rien. Il faut que les objets qui mettent 3 au moins, alors peut-être c'était plus parfois, on voit que celui de la droite a plus d'objets. Et donc voilà, j'ai trouvé que c'était un exercice très bien, comment récupérer cet effondrement pour refaire quelque chose de positif, qui tient, qui soit debout, etc. Cette idée assez complexifiée, c'est pour vous donner tous les étages que je rajoute dans mon trajet. C'est-à-dire qu'en réalité, un objet n'est jamais fini, il peut toujours resservir à quelque chose. Et dans cette peinture que je vous ai montrée là, par exemple, je les ai vendues évidemment, morceau par morceau. Et à chaque fois que je vends un morceau, je le remplace par un morceau du tableau d'en face. C'est-à-dire qu'en réalité, j'obtiens un ensemble qui n'a plus, pour celui qui n'a pas suivi l'histoire, qui est peut-être un peu compliqué à lire. Mais comme je considère que c'est 2 gris, au fond, parce que le monochrome gris en aplat coloré, si je regarde de très loin, ça va faire pareil que ça. Hein. C'est toutes les couleurs mélangées, ça va finir par faire du gris. Donc ça, c'était pour me remonter le moral. À moi, je me dis, au fond, on est dans la grisaille, allons-y carrément. Et donc, je fais des tableaux qui sont le reste de ce que je n'ai pas vendu. Et à chaque fois que j'ai vendu un, je rajoute un carré qui correspond au carré d'en face, quoi. Voilà. Donc ça fait des espèces de machins un peu étranges. Alors ça m'a donné l'idée de peindre sur les autres, ici, vous voyez, pour donc, rajouter une couche, et pourquoi pas. Enfin, bon, je ne sais pas si les peintres seraient ravis, mais... voilà, Renoir, Ben, Fontana. J'ai rajouté, comme ça, je ne vais pas vous montrer beaucoup parce que j'en ai des tombereaux, mais c'est pour vous situer cette démarche qui fait qu'en réalité, il n'y a pas de raison de s'arrêter, il n'y a pas de raison de ne pas
C'est pas pour dire que je ne respecte pas Ben excusez-moi, j'ai du mal à parler. On n'a pas un peu d'eau, là? Personne n'a un peu d'eau? J'aimerais bien... J'arrive plus, là. C'est pas parce que... Au contraire, j'adore ces peintres. Hein. Fontana, c'est un de mes préférés. Monet et tout ça. Mais je ne vois pas pourquoi le temps s'arrêterait sur des objets comme ça. Parce que je ne vois pas non plus pourquoi les choses s'arrêteraient sur l'architecture. C'est-à-dire qu'au fond, pendant des siècles, on a compris de façon très simple qu'on pouvait rajouter une aile à un château, démolir le clocher d'une église pour en faire un plus grand, rajouter un appentis à la ferme. Au fond, pourquoi doit-on maintenant répondre à quelque chose qui est définitivement ordonné, en tout cas dans le domaine public, et à une échelle de temps qui nous échappe? C'est-à-dire que si on peut un jour, je ne sais pas, rajouter une aile à l'Institut du monde arabe à Paris, que j'ai eu la chance de construire avec Jean, et ben, ça serait formidable, hein, mais on ne le fera jamais. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais rajouter quelque chose, alors qu'au fond, on a rajouté des objets sur Notre-Dame. Et le roi machin ne s'emmerdait pas à rajouter une aile différente sur Versailles ou sur Chambord ou sur Fontainebleau. Donc au fond, pourquoi a-t-on arrêté? Est-ce que c'est un effet démocratique? Ou est-ce que c'est un effet autoritaire? Où se situe cette nuance? Et pourquoi ne le fait-on plus? Pourquoi on n'a plus, c'est plus dans notre culture? Merci, Indiana. Excusez-moi, parce que... Voilà, donc j'avance un peu. Un autre désordre par rapport au monochrome aussi. Ce que je vous montre, la photo, là, c'est à Angers, dans l'école des Beaux-Arts. Il y a une grande salle d'exposition magnifique avec 5 fenêtres. Ça, c'est la fenêtre centrale. Et de chaque côté, vous avez 2 fenêtres magnifiques aussi qui s'ouvrent sur un grand parc. Et donc, j'ai installé un truc sur le temps, l'ordre et le désordre aussi. Donc, c'est 500 monochromes magenta, jaune, noir, cyan et blanc, qui sont tous numérotés, signés. Enfin bon, c'est pas des papiers, c'est des œuvres d'art numérotées, signées. Donc j'installe un grand carré blanc en bas de la fenêtre et l'exposition commence et j'ai demandé qu'on laisse les fenêtres ouvertes pendant 15 jours. Et donc ça a commencé, voilà, ça c'est la salle vue en long. Évidemment, très vite, la moindre pluie, ça a fait voler les papiers pour 15 jours après avoir un superbe monochrome gris désordonné. Voilà. Donc en réalité, je suis en train de vous dire que j'ai fait quelque chose d'ordonné qui était des petits tas, et là c'est un autre ordonnancement, c'est le vent, c'est les courants d'air. Voilà, moi j'ai rien fait, hein, ça s'est fait tout seul. Et il y en avait partout dans la cour, ça s'est sorti par les fenêtres, et donc cette installation très ordonnée, très méticuleusement ordonnée, avec des numéros extrêmement compliqués. J'avais choisi des séries de papier avec 10 chiffres, 20 chiffres, je ne sais plus, enfin des choses très très ennuyeuses. Comment on le retrouve dans les nomenclatures quand vous allez dans une librairie, vous voulez le papier Arjomari, machin. Si vous allez chez le fabricant, vous allez tomber sur des numéros, parce qu'effectivement, depuis le temps qu'ils en font, ça fait des numéros très longs, quoi. Donc une façon de faire jouer l'ordre et le désordre. Quel est le mieux? Moi, je vous avouerai franchement, je préfère la fin que le début, mais beaucoup de gens ont regretté le début, parce que c'était quand même plus regardable. Enfin, voilà. Un autre aspect de ce que j'appelle l'ordre et le désordre, il se trouve que je fais pas mal de musique aussi, je joue du piano. Et depuis que je suis petit, j'ai devant mon nez des partitions, enfin classiques. Hein. Mon père était un pianiste classique, et donc on apprenait à lire la musique. On nous a, pas ennuyés, mais enfin contraints beaucoup souvent à jouer de la musique, parce que quand on est petit, on n'a pas toujours envie. Mais cette idée de partition m'est restée. Je me suis demandé pourquoi on ne faisait pas de la peinture, où on n'écrivait pas des partitions de peinture. Donc j'ai écrit des partitions de peinture, qui sont voilà, ce qu'il faut faire avec la chorégraphie, des signes, parfois très simples, parfois un peu plus compliqués, et je les ai fait réaliser par d'autres personnes.
Donc celle-ci, par exemple, voilà ce que ça a donné. L'interprétation de la partition, et ça, pour moi, c'est assez agréable, parce qu'en réalité, voilà, chacun amène son ordre intérieur pour essayer d'écrire cette partition. C'est-à-dire un peu comme un morceau de musique, si vous le donnez à tel ou violoniste ou tel autre, vous n'aurez pas du tout le même résultat. Enfin, pas du tout. Ça se ressemble, on reconnaît qu'il y a quelque chose qui passe en dessous. Alors ça, c'est beaucoup d'étudiants. Il y a des peintres et des étudiants de l'école Boulle, qui est l'école que j'ai fait quand j'étais gamin. Voilà. Donc c'est une forme de liberté aussi sur l'interprétation. Ça, c'est une autre partition très simple que je vous ai montrée juste avant, là, qui était celle-là. Voilà. Ça fait ça. Vous voyez, ça fait ça, mais j'en ai 3 fois comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y en a pas 2 pareils. Parce que je trouve ça formidable. Alors, est-ce qu'on peut appliquer ça à l'architecture ? Pourquoi, au fond, ne ferions-nous pas des immeubles qui permettraient à chacun de retrouver un peu ce qu'il a, quoi. Je reviens là-dessus 2 minutes. C'est pour juste vous montrer la finalité de l'exposition. C'est-à-dire qu'il y avait là aussi des étudiants qui avaient bien voulu se loger dans des petits coins pour se faire écraser par l'ordre. Voilà. Et puis après, on a écrasé les philosophes, parce que quand même, les philosophes, on s'en fout, hein, ça ne sert pas à rien, ça ne rapporte pas un rond. Et donc, on a écrasé ça, c'était à Fabras, en Lozère, en Ardèche, pardon. Et donc, j'ai rangé tous les bouquins de philosophie que j'ai pu rencontrer, on a mis ça bien rangé, et puis après, on a tout écrasé par cet énorme bloc de parpaing. Voilà. Ça, c'est le propriétaire du lieu qui était resté au milieu du cube pour pas que ça tombe. Autre chose plus quotidien aussi, les bureaux de l'U. Vous connaissez les bureaux en général, c'est bien rangé hein, dans les tours de bureaux, justement. Donc l'U, c'est le lieu unique à Nantes, qui était à l'époque dirigé par Jean Blaise, et qui m'a demandé d'aménager ses bureaux. Alors je lui ai dit, écoute, non, je n'aménagerai pas tes bureaux, on va demander à chacun d'amener ses meubles. Voilà. Et donc ça a fait ça. Et tout le monde est ravi. Et je pense que c'est pas demain qu'on va les défaire, donc il y a énormément de plaisir apparemment pour ces gens de travailler dans leurs meubles à eux, quoi, dans l'ordonnancement de ce qu'ils veulent faire. Évidemment, ça choque un peu quand on arrive, on se dit, voilà, c'est pas des bureaux, on a l'impression d'être dans une chambre d'adolescent, mais c'est des bureaux. Voilà. Ça, c'est plus ambitieux, mais c'est raté. Alors, je vous le dis d'avance parce que c'est pour moi un truc assez difficile. J'ai gagné un concours sur une passerelle d'installation en pleine campagne en Bretagne, qu'on a appelé très modestement le trait de génie, mais c'est pas à cause de moi, c'est parce que c'est dans un champ dans lequel il y a un ruisseau qui passe, et la dernière lavandière du pré s'appelait Génie. Voilà. Et alors quand j'aurais dit, écoutez, on va faire juste un trait qui relie un point à un autre pour aller à une maison que vous pouvez voir là-bas, en bas à droite, pour traverser un champ assez marécageux, on va faire un trait. Voilà. Alors tout le monde s'est dit, ah bon, on fait un trait, donc ça va être le trait de génie, quoi. Et le trait de génie était construit sur la mémoire de la ville, de la région, excusez-moi, qui était, puisqu'on est en pleine campagne, sur des objets récupérés dans les granges, des tracteurs, enfin bon, je sais pas, des charrettes, tout ce qu'on peut trouver, des moteurs, enfin bon, il y a une foule de choses. Et donc cet objet qui devait faire 300 mètres de long permettait aux gens de retrouver la mémoire de ce qu'ils avaient possédé un jour. C'est-à-dire qu'au fond, ils avaient dans leur ferme, tout le monde a dans les granges, des vieux objets qui ne servent plus à rien. Donc on a commencé à le faire, le champ, voilà. La première installation a consisté à faire le tracé. Alors là aussi, ordre et désordre. L'ordre, on la voit, c'est la ligne droite qui permet de lire très, très précisément l'emplacement de la passerelle. Et le désordre, c'est que les poteaux sont faits avec tous les objets que les paysans nous ont ramenés, donc des vieilles poutres, des branches colorées. Enfin, nous, on n'a fait que l'assemblage.
Et au fond, l'assemblage était la seule direction que j'ai donnée, c'était de faire une ligne droite en haut, avec ce grand trait blanc. Donc ça a été assez joli d'ailleurs, mais on a fait ça avec des étudiants de l'école de Nantes, des Beaux-Arts de Nantes. Et 3 semaines en pleine campagne, à travailler comme des brutes, parce que c'était quand même assez lourd. Et ça a été une grande réussite. Et puis après, on a commencé à installer la réalité de la maquette, c'est-à-dire les vrais tracteurs, les charrettes, les broyeurs à pommes, enfin bon, tous ces trucs-là qui étaient fichus, pour petit à petit commencer la passerelle. Voilà. Donc vous voyez, quand on dit que c'est désordonné, c'est assez désordonné quand même, mais pas du tout dans le fond, parce que ce désordre permet de porter l'ordre de la passerelle. Alors selon l'angle qu'on regarde, comme dans l'histoire du design tout à l'heure, où en biais on voyait tout en vrac, quand on est dans le de profil, on voit que quand même c'est malgré tout assez ordonné. Alors il y a des fondations en béton très fortes, puisque il ne fallait pas que ça s'enfonce dans un sol assez marécageux, qui sont toutes différentes, qui sont gravées avec les noms des gens qui les ont faites. Enfin bon, il y avait tout un rapport affectif assez important. Et puis petit à petit, le plancher de la passerelle qui commence à s'installer pour faire 20 mètres de long, je crois, à la fin du premier stage, qui était il y a 5 ans ou 6 ans maintenant. Voilà, donc ça c'est le jour de l'inauguration ou un petit peu avant. Enfin voilà, donc on monte dessus pour montrer au maire que c'est solide quand même, qu'on peut y aller. Il n'y a pas les garde-corps. Après on a fait le champagne et tout ça, mais là on voit bien l'ordre et le désordre quand même. On voit bien que ces objets qui ne sont pas du tout faits pour porter une passerelle peuvent, si on est un peu intelligent, si on est un peu bricoleur, si on regarde des choses, on comprend comment un tracteur qui est debout, là, ce truc orange, c'est un tracteur renversé, là, ça c'est le fût du moteur. Je pense que sur un fût de tracteur, on peut monter quand même. Vous voyez, ça ne va pas casser du premier coup, il suffit de le mettre en bonne position pour qu'il porte des gens sur une passerelle. Voilà, donc ça c'est fait. Malheureusement, les politiques ont trouvé que c'était sans intérêt et on a tout démoli. Voilà. Donc tout le monde est un peu triste, mais c'est une... on m'a dit, je pense avec raison, que j'étais réfractaire éventuellement, ou un peu emmerdeur. Enfin, vous voyez, comment montrer à un politique avec un bordel noir, on peut faire passer des gens d'un endroit à un autre au-dessus d'un marécage. Il aurait préféré que je fasse des poteaux bien droits, que je fasse une épure d'architecte. Voilà. Donc c'est une incompréhension. On a beaucoup dépensé, c'était dans le cadre d'un truc culturel, que je ne me rappelle plus le nom, excusez-moi. Peu importe. Enfin, c'est une association assez importante qui est financée par le ministère de la Culture qui a fait ça. C'était pas du tout par hasard. On a mis 4 ans à négocier le champ, les travaux. Et donc tout ça s'est fait légalement. Mais malheureusement, les politiques ont refusé. Voilà. Un autre projet plus réussi, celui-là, puisqu'il existe, c'est Mulhouse. Alors, sous la porte, c'est le musée du chemin de fer de Mulhouse. Très gros bâtiment, 200 mètres de long, 15 mètres de haut. Et c'était pas du tout ça le projet. Quand on a gagné le concours, il se trouve que j'imagine que Mulhouse avait des problèmes financiers, où le maire n'était pas très d'accord avec le projet. Et donc il me dit, écoutez, on n'a plus d'argent, il faut faire un bâtiment voilà, en tôle, genre supermarché. Je dis, écoutez, on va faire un supermarché gris, puisque finalement le gris, c'est la couleur qui passe partout. Et donc j'ai fait un supermarché gris. Voilà, comme vous voyez, c'est gris. Il faut se mettre un peu loin pour voir du gris, parce que les pixels sont un peu gros. Et donc c'était un petit pied de nez à cet homme qui n'avait pas vraiment grand intérêt à l'architecture ni à l'art, et qui m'a permis de faire cette espèce d'épure polychrome, dans lequel il y a un grand désordre, mais qui est assez faible. C'est-à-dire que
Là, quand je fais ce bâtiment, j'ouvre une porte sur la réparation, sur l'entretien, sur on va dire le fait que celui qui va réparer ça n'est pas obligé de savoir réparer une façade de grande hauteur, d'avoir un matériel d'enfer. C'est de la tôle ondulée. Il y a 12 couleurs qui sont toutes issues de la SNCF, puisque la SNCF a une gamme chromatique très très importante, qui parfois est juste la poignée d'une porte d'un compartiment, parfois un tampon. Enfin, c'est pas forcément des gros objets. Et donc ça, c'est des couleurs qu'on a été chercher à la SNCF et qu'on a mélangées plus ou moins harmonieusement. Mais enfin, c'est pas très savant. C'est juste comment essayer de ne pas avoir 2 fois la même couleur côte à côte. Et avec la consigne que s'il y a un morceau qui saute, par exemple le petit morceau vert là, sur le faîtage, et ben, si on n'a pas de vert, on met ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'au fond, on n'est pas obligé de remplacer par la même couleur, puisque ça n'a aucun intérêt, la couleur en l'occurrence. En temps d'ordonnancement de couleurs, c'est simplement un échantillonnage progressif qui a été lié au hasard de la pose. C'est-à-dire qu'on a fait mélanger les couleurs, un peu comme ça, par les ouvriers, et puis après, c'est chaque tôle après l'autre. On a monté le musée avec des petites subtilités, quand même, que je trouvais assez intéressantes. C'est-à-dire que dans ces joints, dans ces tôles, il y a des joints pour faire l'étanchéité, et comme on ne savait plus du tout où on était, les joints ne correspondent pas aux tôles. Et moi, pour moi, c'est délicieux. Ça, je trouve ça une petite finesse comme ça, alors que personne ne regarde. Les gens ne vont pas pour ça voir le musée, mais disons que c'est quelque chose qui m'intéresse parce que justement, de façon un peu subversive, on va aller gratter quelque chose qui n'aurait pas dû être. Alors ça a fait des passages assez formidables, parce que voilà, les lanterneaux sur la toiture, selon la rencontre des tôles, ça faisait des géométries très différentes. Et moi, je trouve ça très bien. Je me dis, au fond, c'est plus drôle que des lanterneaux gris, les uns à côté des autres. Là, au fond, on pourrait presque faire une balade sur les toits. C'est assez joli. On dirait des champs de fleurs en Hollande. Et de loin, vue d'avion, ça fait ça. Voilà. Alors, si vous allez très très loin, ça peut faire un monochrome gris, pareil. Mais il faudrait presque aller sur la Lune. Alors, quand j'ai dit ça au maire, il ne m'a pas tellement pris au sérieux non plus, quoi. Voilà. Et c'est joli, quand même. Alors, un autre bâtiment très sérieux, lui, alors c'est le mémorial des Innocents à Schirmeck. Non, pas des Innocents, excusez-moi, des Malgré nous. J'explique en 2 minutes, mais vous savez que l'Alsace et l'Allemagne ont été en guerre pendant 150 ans à peu près, à travers des conflits nationaux entre la France et l'Allemagne. Mais les Alsaciens, évidemment, étaient en première loge quand même. Et on a eu des drames assez importants pendant cette période où, effectivement, on avait parfois l'oncle qui tirait sur le fils, puisque la frontière s'était déplacée. Donc la personne qui était allemande se retrouvait française. Comme on était tout le temps en guerre, entre 70 et 40, ça fait pas mal. Donc on a tué, entre soi, les gens se sont tués, quoi. Et ça a fait des drames très importants que le député Luc Ferry, à l'époque, pas Luc Ferry le philosophe, mais le député du Bas-Rhin, ou de la Moselle, pardon, a décidé de faire pour trouver l'argent, trouver le moyen de faire une espèce de psychanalyse de groupe qui permettait à ces gens de reconstituer l'histoire de ces 150 ans. Donc c'est un mémorial très chargé en scénographie, que je ne vous montrerai pas parce que sinon on est là à 3 heures du matin, mais je vous montre la scénographie du bâtiment, quoi. Alors le bâtiment, il sort de la colline, comme on peut le voir ici, et puis peut-être un peu mieux sur cette photo-là. Il y avait un terrain très en pente et j'avais décidé de mettre le bâtiment en haut du terrain pour que ça soit difficile d'accès d'abord, parce que je trouve... comment dire, pas détestable, mais peut-être on peut se questionner sur la facilité de la rédemption, quelque chose comme ça qui est un peu bizarre parfois. On a l'impression que il faut que ça soit facile d'accès. Alors bon, tout le monde peut y aller. Il y a une voie pour les handicapés. Il
il y a tout ce qu'il faut, mais quand on veut y aller à pied normalement, il y a quand même presque 20 minutes à pied de montée pour aller se recueillir d'une certaine façon dans ce bâtiment. Alors, il est noir et blanc, c'est-à-dire que la partie qui sort du sol, qui abrite toute la scénographie, qui est partagée pour grande part entre les domaines, les ravages de la guerre et du nazisme, c'est ce qu'on a appelé noir. Alors, vous voyez, on voit que c'est noir, le bout est blanc parce qu'il y a une plaque d'inox pour pas que le béton se dégrade. Et puis le garde-corps au-dessus, transparent. Donc ce pont est coupé, comme ça, net, en porte-à-faux. Et au-dessus, on a ce grand dais blanc qui vient faire la paix, quoi. Donc c'est une chromatique un peu symbolique. Et à l'intérieur, j'ai installé, donc ça c'est sur le côté, quand on voit, il y a une grande hall vitrée. Et dans ce hall vitré, il y a les désordres dont je vous parle là pour l'instant. Alors, en architecture, il y a une règle très simple qui est la triangulation, le porte-à-faux, les appuis verticaux, enfin des choses comme ça qui sont basiques, qu'on apprend en première année et qu'on ne remet plus jamais en cause en général. Et donc là, j'ai voulu que le bâtiment, qui est plutôt souffrant, on va dire, puisque c'est un mémorial de choses qui ne sont pas forcément drôles, donne cette espèce de torsion, un peu de difficulté qu'il aurait eu à émerger, parce qu'il a quand même mis presque 50 ans à sortir de la mémoire. La dernière guerre, 45, et on le construit en 2015. Ça fait plus que 50 ans, ça fait 70 ans. Il a fallu 70 ans de discussion avec les politiques, avec les familles, pour qu'on se décide enfin de faire ce bâtiment qui puisse, on va dire, réparer un peu les choses, ou en tout cas arrondir les angles. Et donc je trouvais que c'était bien que ça apparaisse dans le bâtiment, une espèce de torsion. Et donc c'est la première chose qu'on voit, c'est la répartition des butons. Les butons, il y a une charpente au-dessus, là, qui est là, qu'on ne voit pas, parce qu'il y a un plafond. Et de cette charpente sortent des butons qui viennent tenir une glace là, qui fait 9 mètres de haut d'un coup. Donc évidemment, il faut la porter au milieu, sinon elle va se cintrer et elle va s'écraser dans le haut, là, avec le vent. Donc pour pousser sur cette glace, on a ce qu'on appelle des butons. Et ces butons, en réalité, si vous avez ça dans une grange ou dans une ferme, en général, ils sont tous pareils. Ils sont les uns à côté des autres à 30-40 degrés. Enfin, bon, voilà. C'est assez joli d'ailleurs. Mais là, je trouvais qu'on pouvait peut-être faire mieux. Et donc, j'ai proposé, à partir de points d'appui très hasardeux, de venir récupérer une série de points qui étaient sur des grandes lignes de câbles tendus, si vous voulez, qui permettaient de stabiliser des géométries, mais que toutes ces géométries étaient différentes. Donc, on a dans ce hall cette espèce de branchage très compliqué qui donne, pour moi, ce que j'appelle une espèce de souffrance, et puis surtout qui va faire des cadrages, parce que les bureaux de l'administration sont en haut, là, dans la partie en bois qui est ici. Là, on ne voit pas, mais c'est une vitre transparente. Et derrière cette vitre, il y a les bureaux qui donnent sur le grand paysage. Et donc, les gens qui sont dans ces bureaux ont un paysage sur un paysage, puisqu'ils ont 2 couches, 3 couches même, on va dire, le paysage, l'ordonnancement rigoureux du découpage des glaces, de la géométrie stable, et puis le désordre de la géométrie qui est une réalité, hein, qui n'est pas une fausse géométrie, mais qui paraît aléatoire, qui paraît seulement aléatoire, parce qu'en réalité, il faut qu'effectivement chaque point ait une poussée similaire et tout ça. Donc il y a quand même une très savante derrière ça, mais avec un résultat qui donne un désordre. Donc ce résultat m'intéressait, et puis il m'intéresse d'autant plus qu'il intervenait sur un 3e désordre qu'on aperçoit ici. Je ne sais pas si mais là, le plafond ici est très ordonné, et l'ordonnancement de ce plafond, c'est la ventilation, l'insonorisation et l'éclairage. Donc j'ai un volume de temps de surface à ventiler pour que ça soit sain. J'ai besoin de temps de bouche de ventilation que je vais répartir régulièrement sur le plafond. J'ai un niveau lumineux à obtenir. Je mets tant d'éclairage pour avoir l'éclairage, la qualité de lumière. Et puis j'ai
la sonorisation, cette petite grille qui est dans le placo-plâtre, qui elle aussi correspond à un calcul phonique. Donc en réalité, j'ai 3 ordres différents, plus l'ordre des butons qui vient s'interférer là-dedans. Et c'est cet ensemble que moi je trouve, qui m'a plu, qui a plu à tout le monde d'ailleurs, je crois, et qui fait que, au lieu d'avoir un plafond blanc avec des trous et des butons rectangulaires, on pouvait construire. C'était plus difficile, mais pas forcément plus cher d'ailleurs, très, très curieusement, parce que la matière est la même, le temps de fabrication est le même, c'était juste le temps de calcul chez nous. Et l'architecte, en général, il aime bien quand c'est chez lui, quoi, voilà. Donc au fond, ça ne l'emmerde pas, même si c'est plus cher. Il gagne moins d'argent, mais ce n'est pas grave. Voilà quelques visions de ces butons. Et puis pour agrémenter cet ensemble, le maire ou le député, M. Ferry, me dit écoute, ton lot il est formidable, il faudrait qu'on puisse faire des conférences, mais tu comprends, j'ai besoin d'un truc vraiment formidable, une lumière blanche et tout ça. Alors en me disant ça, il m'a déclenché une idée qui était très liée à mes travaux, mais la lumière blanche, vous savez comment ça se fait au théâtre, on prend 3 projecteurs, un vert, un rouge, un bleu, et ça fait un rond blanc. La lumière optique mélange les couleurs. Pour avoir du blanc, on a 3 couleurs. Les LEDs, c'est pareil, on mélange les 3 couleurs. Et donc j'ai fait cette installation de néons au plafond qui sont suspendus au buton, qui viennent contrecarrer l'ordre. Donc j'ai un 5e ordre qui vient se superposer. Ça ne sert à rien. Ça n'est que du plaisir esthétique, on va dire de la réflexion sur l'ordre des choses, et qui vont construire cette grande fresque, voilà, qui la nuit se reflète dans la glace et fait ça. Voilà. Donc ça, c'est une installation, c'est de la lumière blanche. Et ça se voit tout de suite, hein, il suffit de le dire. Donc on a quelque chose qui nous demande beaucoup de travail, beaucoup de persuasion, parce que quand vous avez un homme politique, il n'est pas forcément persuadé que c'est de la lumière blanche. Donc il faut aller déjeuner avec lui parler gentiment. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont assez sympathiques, hein, mais qui font qu'on arrive à déplacer des objets vers une complexité tout en étant comme ça au premier abord assez simple, quoi. Voilà, j'arrive sur le dernier couplet pour ne pas mourir. Je ne finirai jamais ma maison, pourquoi finir celle des autres? Donc ça m'a valu une exposition à la Cité de l'Architecture à Paris en 1999. Et ça fait 20 ans que j'essaye de construire cet objet répulsif. L'idée étant que... moi j'ai été boy scout. J'ai appris à faire... du feu, à planter, j'ai un potager, je suis un manuel. Voilà. Alors quand on dit manuel, déjà c'est péjoratif, mais je pense que j'ai quand même quelques neurones aussi, donc on peut faire du manuel et être intelligent, performant, analyste, analytique. Enfin bon, on peut. C'est pas un défaut d'être manuel, contrairement à ce qu'on nous explique. Maintenant, c'est vrai que je ne sais pas si vous êtes victime de ça déjà, mais moi, quand j'ai fait l'école Boulle, tout le monde se foutait de ma gueule, hein, quand même. Disons que d'être menuisier à 14 ans, c'est pas terrible, quand même, hein. Donc, il faut faire des études très savantes pour finalement habiter des tours en verre et travailler dans des immeubles carrés, quoi. Donc, c'est quand même important de faire ces études. Moi, je trouvais que les immeubles carrés et les études, ce n'était pas forcément nécessaire pour faire de l'architecture, et donc j'ai proposé cet immeuble à Denain. C'était une ville en ruine dans les années 92-13, avec le départ de la grande sidérurgie et du textile, et il y avait 30% de chômeurs, je crois. Et donc le maire, qui était communiste, nous avait demandé de faire un concours. Il avait lancé un concours, il nous avait demandé de faire une proposition de logement pour reconstruire le centre-ville, parce que la grande industrie avait vidé la ville, les usines étaient dans la ville, et donc évidemment, quand les usines sont parties, la ville était un grand désert, quoi, hein. C'est-à-dire qu'il y avait des terrains vagues absolument sans fin, avec de temps en temps une boulangerie ou un café, quoi. Donc, et entre les deux, c'était vide. Alors on a proposé
stratégie, on va dire. Le maire nous ayant dit, écoutez, vous allez me trouver bizarre, mais je préférais que les gens s'occupent à piquer des mobylettes et que de rester dans un canapé à boire des bières et de regarder la télé en attendant leur assurance chômage ou leur dédommagement. Alors bon, on avait trouvé que c'était un peu raide comme façon de voir le monde, et puis en réfléchissant, on s'est dit au fond, pourquoi l'architecture ne pourrait pas prendre en charge à sa façon la qualité de ces gens qui sont peut-être au chômage, sûrement pas forcément ingénieurs en agronomie, mais aussi capables de faire des tas de trucs, parce que moi j'ai remarqué quand même qu'en général, moi on est, on va dire, savant de façon intellectuelle, plus on est manuel, enfin plus on fait des choses. Alors avec la seule différence que le monde ne fait pas, c'est qu'actuellement quand on fait des choses, c'est qu'on n'a pas grand-chose dans le cigare, quoi. Alors ça, je trouve ça détestable. Donc je pense qu'on peut faire des choses, c'est mieux que de ne rien faire. Et donc on a fait un immeuble qui était une espèce de cité ouverte à tout le monde, enfin, avec une accession à la propriété en HLM, avec des voitures qui montent à chaque étage pour piquer les mobylettes. Et donc là, vous avez des grandes colonnes d'ascenseurs ou de rampes pour que les gens puissent... Quand on sort de l'ascenseur, on a une rampe qui vous emmène sur une rue, là. Et la rue dessert comme des pavillons, finalement, qui sont livrés bruts et que les gens doivent décorer eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une partie du budget de l'architecture qui était attribuée au propriétaire pour qu'il fasse lui-même sa façade. Alors, ça, c'est un scénario imaginaire qu'on a fait avec les étudiants de l'école du théâtre de la rue Blanche à l'époque. Et donc, j'avais demandé à chacun de faire un petit scénario pour dire, ben voilà, là, il y a un amoureux de la moto, l'autre, c'est un menuisier. Après, lui, il ne sait pas trop quoi faire. Bon, c'est pas grave. Enfin, bon, voilà. Et donc, on a fait, je sais pas, 30 scénarios qui ont permis de faire les façades de ces bâtiments. Et au-dessus de ce bâtiment, il y a un grand potager qui devait permettre aux gens qui, peut-être, voulaient manger mieux déjà, de faire du jardinage pour s'occuper et éventuellement revendre. Et puis, de façon un peu naïve, mais c'est l'école, c'était pas du tout des architectes, il y a des éoliennes et des panneaux solaires qui nous indiquent qu'on peut avoir son énergie propre, c'est-à-dire l'immeuble peut être autonome en énergie et en eau, puisque sur les panneaux solaires, quand il pleut, ça peut faire récolter de l'eau qui est très facile à rendre potable parce qu'elle ne sort pas des égouts, elle vient du ciel. Donc c'est quand même plus facile à nettoyer que celle qui vient de nos égouts. Donc pour ça, j'ai fait une petite association qui s'appelle Architectonome. J'ai fait demander à l'école qui très gentiment m'a autorisé de vous proposer cette petite revue qui est en informatique déjà maintenant et qui, si ça vous intéresse, vous permettra de voir ce qu'il y a dedans. Donc Architectonome, c'est une association dont l'objectif est de proposer des formes d'autonomie architecturale urbaine, pensant que les gens à la campagne, ils s'en fichent un peu, ils ont déjà leur potager, ils ont souvent la réserve à éclos, enfin bon, on ne va pas les emmerder avec les technologies, mais par contre, moi je suis absolument très inquiet de ces 5 milliards d'urbains sur la planète, quoi, qui n'ont jamais vu un poireau, par exemple, enfin, par terre. Enfin, ils ont vu dans un sac en plastique, mais ils ne savent pas quelle forme ça a, ils ne savent pas comment ça pousse. Alors, mon côté, éventuellement, boy scout ressort, mais je pense que ce n'est pas péjoratif. On peut avoir fait du scoutisme et être quelqu'un de très bien, mais être très au fait de son monde. Mais je trouve que le monde n'est plus au fait de son monde. C'est-à-dire que quand les images d'immeubles que je vous ai montrées tout à l'heure en Chine, où on voit des kilomètres de façades sans rien, quoi. Donc, qui nourrit ces gens-là? Pourquoi a-t-on pris l'habitude? Alors on va me dire, oui, mais l'agroalimentaire, c'est formidable, ça remue le monde et tout ça. Le résultat, les paysans sont totalement désertés, plus personne ne veut faire ce métier, endettés jusqu'aux oreilles. On commence à se dire, oui, c'était peut-être pas mal avant, mais qui va le faire? Enfin bon, voilà. Donc
Ce n'est pas une proposition pour dire on va changer le monde, mais il y a des voies qui permettraient, si on voulait, de faire de l'agriculture urbaine sur les toits, parce que sur les toits, on est au-dessus de la pollution urbaine, qui va diminuer, je l'espère, avec la voiture électrique, mais enfin qui ne diminuera jamais vraiment. Donc on sait qu'à 20 mètres, la pollution est très légère. On peut très bien cultiver un jardin de façon tout à fait satisfaisante, en terre, pas en hydroponie avec des LED, parce qu'une fois de plus, on retombe dans le contrôle d'un ingénieur qui, pour 10 000 salades, va appuyer sur un bouton, qui va lancer une machine, qui va ramasser les salades, mais que ça serait bien que quelqu'un ramasse les salades, voilà, ou les fasse pousser, et qu'on n'est pas obligé d'en faire 10 000 d'un coup, mais peut-être 500 là, 500 là et 500 là. Et donc, peut-être lancer cette idée, enfin, c'est pas peut-être, c'est sûrement lancer cette idée qu'on peut, à partir de l'architecture urbaine, dense, fabriquer des objets, des immeubles, avec tout ce qu'il faut comme un village vertical, avec au-dessus de ce village un chapeau plus ou moins technologique, selon les ambitions, qui permettrait de vivre de façon autonome, c'est-à-dire sans dépendre forcément des grands groupes. Par exemple, ici, vous avez un étage intermédiaire qui est en éolienne à axe vertical, avec des... Ça, c'est un truc qu'on a étudié avec les bureaux d'études de Clermont-Ferrand sur le vent, qui nous permettent de multiplier on va dire, la puissance des éoliennes, parce que ces espèces de cylindres qui sont derrière les éoliennes renvoient le vent dans l'éolienne. Donc voilà, là, on sait qu'avec ça, on a toute l'électricité pour tout cet immeuble. Et au-dessus, on a les capteurs d'eau. Là, c'était des fruitiers, mais on aurait pu mettre des potagers. Enfin, ça varie avec les projets. Donc ces projets, ça fait 20 ans que je fais ça maintenant. Je fais travailler les étudiants sur ces projets. Ça, c'est à l'école de Rennes, d'architecture de Rennes. La question était assez compliquée et simple en même temps. Vous avez un immeuble qui est là. Ça, cet immeuble existe. Il faut que vous doubliez la population de l'immeuble et que vous le fassiez vivre en même temps, quoi. Donc cet objet au-dessus qu'on peut trouver totalement sans intérêt en termes d'architecture, au sens... voilà, il n'aura pas le prix de Zère, hein, mais moi ça m'intéresse parce que ça donne l'idée que peut-être on peut imaginer, techniquement c'est possible, ça n'a aucun problème de difficulté, on va dire, en termes... On envoie des gens sur la Lune, faire pousser des salades sur un immeuble, c'est vraiment le B à bas. Hein, c'est aucun obstacle réel. Il n'est que politique, l'obstacle. Il n'est que d'usage. Et donc, on peut très bien construire une superstructure. Les fondations, ça se calcule. Il suffit de mettre des pieux à travers l'immeuble. Enfin, on peut tout faire. Et donc, comment faire au-dessus, doubler la population et rendre cette population autonome, active. L'adversaire numéro un, étant l'inactivité des gens. C'est-à-dire que voilà, ce monde qui nous emmène vers l'inactivité, l'inutilité, vers le désœuvrement. Alors on va tous aller en tourisme voir le Taj Mahal. Hein, bon, ça va être formidable, mais le Taj Mahal va s'écrouler tellement il y aura de monde. On est en train de faire fondre l'Amérique du Sud. Alors maintenant, on va voir les glaciers fondre en bateau, sans penser une seconde que le bateau fait fondre des glaciers. Mais c'est pas grave, on y va quand même. Enfin bon, on est dans une folie absolument meurtrière, d'inconscience sur le monde, sur notre rôle dans le monde. Et peut-être que l'architecture, en refixant des choses comme ça dans les villes, en redonnant de l'activité utile, nécessaire aux gens, peut-être freiner un peu. Je ne me fais pas d'illusions du tout, mais je pense que si je ne le fais pas, je vais m'en vouloir beaucoup. Donc je le fais en pensant que peut-être il y aura des gens que ça intéressera. Alors les immeubles, on en a fait plein, des maquettes de grande hauteur, petite hauteur, avec des doubles jardins, des doubles éoliennes, des trucs qui ont failli se faire à Marseille. Ça, c'était au quartier de la Joliette. Et moi, je trouvais que c'était très joli, mais finalement, ça n'a pas plu du tout. Voilà, avec de l'architecture, vraiment, je pense. Des simulations de jardins sur Paris avec les élevages de poules. Il y a une petite association qui s'appelle les bergers urbains, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, qui ont remis les moutons en ville et qui vont paître les squares, les talus de chemin de fer, etc. Donc il paraît que ça marche très très bien parce que les enfants trouvent ça génial. Voilà, vous pouvez faire venir les moutons dans votre jardin, ça vous engraisse le sol, comme avant, quoi. On peut recoudre tout ça.
Et on rejoint ce que je vous disais au début, c'est-à-dire sur cette stratification, cette superposition d'ordre et de désordre. Actuellement, un mouton dans la ville, c'est un désordre. Si on considère que le mouton a son ordre, on peut peut-être commencer à discuter. C'est-à-dire qu'au fond, ce n'est plus le bordel dans la ville, c'est une autre forme d'organisation, une autre forme d'ordonnancement qui peut peut-être permettre de reposer la question de comment vit-on, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, etc. Ça, c'est une exposition que je viens de faire à Nantes, dans l'école d'architecture de Nantes, qui s'appelait Superposition. Je pense que vous avez peut-être vu l'affiche, je ne sais pas si je vous l'avais fait passer. Voilà, où je montre qu'un immeuble, ça peut être tout ça, quoi. Ça peut être, alors, c'est pas très beau, hein, c'est une maquette que je fais moi, avec des bouts de machin, mais un architecte, un vrai, là, avec ça, il fait quelque chose de formidable. Il n'est pas obligé de mettre les couleurs que j'ai mis. Moi, c'est un programme. Hein, mais un architecte, il est fait justement pour faire ça, pour faire le programme qui est là, voilà, avec la dalle de 50 cm de terre sur 2000 m², la ferme, les ateliers, les panneaux solaires, les serres solaires, etc. Ça, c'est le boulot d'un architecte avec un ingénieur derrière qui sait tout faire aussi. Et si un politique trouve ça bien, c'est faisable. Ça n'aura pas cette tête-là, ça ressemblera forcément à ça, parce que effectivement, si vous voulez mettre 2000 m² de plancher sur un immeuble qui fait 500 m² au sol, ça fait quand même quelques porte-à-faux, mais ça fait de l'architecture aussi. Donc voilà, c'est de l'architecture en programme, en forme, à mettre en forme par des architectes talentueux, ou des designers, ou des artistes. Enfin bon, c'est pas limitatif, hein. Excusez-moi, quand je dis architecte, c'est parce que c'est de l'architecture, mais on peut travailler à plusieurs là-dessus. C'est vraiment un travail collectif. Alors, il y a des projets très beaux comme ça. Par exemple, c'est à Rennes. Ça a failli se faire aussi. On a eu des conférences au CIU, qui est le centre d'urbanisme de Rennes, qui trouvait ça formidable. C'est qu'on fait l'exposition. Donc, c'est un immeuble qui existe aussi, qui est en haut de la place des Lys, où il y a un grand marché. Et c'est pareil, on double la population, on la rend autonome avec les éoliennes, les panneaux solaires et les serres cultivées, quoi. Voilà. Ça fait des objets étranges, hein, je suis d'accord, mais c'est quand même plus agréable que le cube, ce fameux cube qu'on nous colle dans les gencives du matin au soir, avec le romantisme du balcon en forme de rognon, en forme de triangle, en forme, je ne sais pas quoi d'ailleurs, parce qu'on ne sait même plus quelle forme prendre, mais le rognon, je vois que ça te plaît beaucoup. Non, c'est les piscines américaines qui sont en forme de rognon. Ce n'est pas les balcons encore, mais ça va venir. Le design est à l'œuvre. Alors, je fais des expositions un peu partout, comme ça, avec les maquettes qui sont des maquettes très, très rudimentaires, comme celle que je viens de vous montrer, plus tous les photos, les dessins de ce qu'on avance, de ce qu'on fait. On fait des entretiens avec des gens comme Pierre Rabhi, par exemple, qui vient nous expliquer qu'avec la Terre, on peut faire quand même beaucoup de choses, avec Gilles Clément, qui en rajoute sur le plan scientifique, avec des sociologues, enfin tout ça. Voilà. Ça c'est le but de l'association. Et puis en même temps, on fait des projets. Là, c'est sur un îlot parisien dans lequel ma mère habitait, donc l'îlot Condorcet. Voilà, j'ai montré qu'on pouvait très bien, sur les souches de cheminées, puisqu'on n'a plus le droit de faire de feu à Paris, on peut très bien, c'est un peu grossier comme maquette, mais c'est un principe. Voilà, on peut très bien couler du béton dans les cheminées, ça fait des piles formidables qui vont dans les caves. Et sur cette haute cheminée, on peut dresser des plateformes pour installer des hectares de culture sans aucune difficulté technique, hein, vraiment, avec tout ce qu'il faut au-dessus. Un peu de provocation parce que ça m'amuse, quand même. Il faut montrer que l'haussmannien peut supporter quand même quelques injures. Et puis voilà, des immeubles dans tous les sens, des projets qui montrent qu'à partir de ça, on pourrait faire de l'architecture. La maison individuelle, éventuellement, ça c'est un petit truc que j'aime beaucoup. On va peut-être en faire une à aider, là, près de chez nous, avec le maire qui trouve ça formidable. C'est un vieux principe très bête. Corbu avait fait déjà ça en disant la terre qu'on prend pour la maison, on va la remettre sur le toit. Alors là, c'est pareil, j'ai creusé un peu parce que j'avais besoin de pas mal de terre. Avec la terre, on fait la maison, comme les fermes avant. On prenait la mare dans les fermes, c'était la maison. Hein, donc là, on creuse un peu. On a installé une petite pelouse d'agrément avec la maison très, très calfeutrée. C'est pour ça qu'elle est en polystyrène. C'est une maison énergie propre et zéro. Enfin bon, auto-chauffante, vous respirez, crac, il y a 30 dans le salon.
Et puis au-dessus, la terre qu'on a prise, on la remet au-dessus pour faire le potager. Voilà. Alors il y a un escalier, c'est vraiment tout bête, hein, un escalier, un panneau solaire qui fait capteur d'eau, et puis au-dessus le potager. Donc on a tout ça, c'est absolument, c'est pas surréaliste, hein, ça se fait sans aucune difficulté. Maison en terre, pardon. Ah pardon, excusez-moi, j'avais oublié mon micro. Vous voulez que je recommence ? Depuis le début ou depuis... Voilà, donc une petite maison individuelle ou semi-collective, enfin on peut faire des rubans comme ça, qui sont en terre et qui permettent d'être tranquilles. Et puis pour finir, la dernière image, de l'autre excès inverse, alors la Défense, avec une tour éolienne. Vous voyez, la partie bleue, c'est que de l'éolien vertical, qui donc est calculé pour alimenter en électricité toute la partie basse, qui est bureau, appartement, salle de sport, cinéma, enfin tout ce qu'on veut, une ville. Comment. Et cette tour, elle est construite sur les bâtiments existants. Voilà. C'est-à-dire qu'elle n'est pas posée par terre, elle est posée sur les bâtiments existants. Et les bâtiments existants sont transformés en potager pour nourrir la tour et eux-mêmes, évidemment, quand même, on ne va pas être égoïste. Donc vous voyez, ça pour l'instant, ça c'est les travaux de l'association Architectonome qui explore tous les sujets sur l'autonomie d'une ville et montrer que l'architecture peut faire des choses quand même assez formidables. Voilà, le dernier petit dessin, c'est Little Nemo qui nous explique ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire qu'au fond, voilà, le rêve, ça existe encore. Je vous remercie beaucoup. Je ne chante pas. Hein, Est-ce qu'il y a quelques questions ? Voilà. Merci, en tout cas. Je ne sais pas quelle heure il est, mais si... Il est presque 8 heures, mais c'est bon. S'il y a encore des... Enfin, je pense peut-être qu'il y a des questions. Faites pas comme moi, parlez dans le micro, oui, c'est mieux. Ah, je peux faire passer, c'est pas pour... Est-ce que vous avez lu Little Nemo, les étudiants? Non, vous ne connaissez pas? Pardon, le micro. Oui. C'est l'histoire d'un petit garçon qui se réveille tous les matins parce qu'il a fait un rêve. Alors il tombe du lit et il vient voir sa mère. Et c'est des livres absolument magnifiques qui racontent voilà, des rêves. Alors il y en a beaucoup sur la ville, mais il y a des animaux, des monstres, enfin c'est très beau. Voilà, achetez ça si vous pouvez. Little Nemo. C'est MacGregor, c'est ça? Je crois, oui. C'est un auteur de BD qui est mort depuis très longtemps, qui était peintre aussi, américain, et qui a fait ça pour gagner sa vie dans un grand journal américain. Puis après, il est devenu un vrai auteur de BD. C'est un des ancêtres de la BD. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non? Bon, bah ça va, c'est que j'ai tout dit, alors c'est bien. Je n'ai rien oublié. Merci encore, alors. Bonne soirée.